J'aimerais dans cette vidéo partager avec toi le seul actif. Quand je parle d'actif ici, il faut comprendre que je parle de business, du système qui peut te générer des devises, qui peut te faire gagner de l'argent. J'aimerais partager ici avec toi le seul business, la seule entreprise que les gouvernements ne peuvent pas saisir en période de crise, en période d'effondrement. Si je te partage cette astuce, c'est parce que nous sommes en train de vivre en ce moment sur le plan mondial des turbulences énormes. Tu n'es pas sans ignorer que les tensions que nous sommes en train de vivre sur le plan géopolitique, géoéconomique, géostratégique, sur le plan même social, même sur le plan du marché du travail. On parle de récession, on parle d'inflation. Et si on commence à friser l'hyperinflation, ça va être la catastrophe. Et si on tend vers la troisième guerre mondiale, telle que c'est en train de se présager là, parce que je vois la plupart d'entre nous, nous sommes des fanatiques, nous sommes devenus des hyper spécialistes, des experts en géostratégie. On aimerait voir la Chine et la Russie aller aussi. C'est-à-dire que pourquoi la Chine? Pourquoi la Chine aussi ne va pas prêter main forte à l'Iran? Pourtant, ce sont des alliés. Pourtant, ils font partie du BRICS. Pourquoi la Chine ne va pas combattre les États-Unis d'Amérique? Pourquoi la Russie ne va pas aussi combattre? Parce que nous sommes animés comme ça par... Et quand je parle de nos experts africains, sans aucune stratégie. J'ai coutume à vous dire ici que le monde, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde de stratégie et qu'en termes de relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts, que chaque pays défend ses intérêts et que dans ces partenariats-là, il y a des clauses, il y a des accords. Mais comme la plupart d'entre nous allons par fanatisme, parce qu'on a eu une viscérale pour tel pays ou pour tel continent, on se retrouve là en spectateur. On devient, des soutiens comme ça de l'Iran. Non, l'Iran a ses problèmes. L'Iran a signé les accords avec ses partenaires stratégiques. Tout dépend des accords qu'ils ont signés. L'Iran, c'est un pays souverain. L'Iran ne va pas pour un oui, pour un non, se voir venir envahir ou venir voir un autre pays souverain venir le défendre. L'Iran nous montre comme quoi, en termes de développement ou en termes de souveraineté, c'est ça un pays qui est souverain. Face à la difficulté, prend ses responsabilités, se défend, fait ses preuves avant de demander qu'on vienne en aide. Mais si l'Iran le fait, c'est parce que l'Iran aussi a préparé les choses en amont. Parce que sur le plan stratégique, sur le plan de la connaissance scientifique et technologique, l'Iran a fait les choses. Mais là n'est même pas le sujet. Le problème, c'est que si une troisième guerre mondiale éclate, est-ce que vous connaissez les dangers sur le plan, c'est-à-dire que géoéconomique, géostratégique? Moi, c'est sur ce sujet que j'aimerais parler. Et avant d'aller entreprendre, tu te dois de penser à ça en amont. Parce que moi, avant d'aller entreprendre ou avant d'aller investir, j'ai pensé à tout ça en amont. Parce que c'est comme ça, en tant que stratège, tu te dois d'inclure la géostratégie, la géoéconomie, la stratégie dans le business, la géopolitique, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui interconnecté. En termes de business, les business sont interconnectés. Et nous sommes dans une politique aujourd'hui des marchés. Comme j'ai coutume à te dire, c'est la finance qui contrôle l'économie. Et que l'économie aujourd'hui entre les mains des marchés. La finance est en train de détruire l'économie réelle. Donc je suis déjà en train de développer. Jusque-là, tu te poses la question, mais quel est le business alors que l'État ne peut pas saisir? Et pourquoi l'État va saisir un actif? Pourquoi le gouvernement va saisir? Et ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas sorti du chapeau. C'est des choses qui sont arrivées.
C'est pour ça que je demande ici que tu ailles entreprendre en stratège. Donc peut-être avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture et je parle d'élevage. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. J'insiste sur les produits du terroir. De valoriser les richesses locales. Le savoir-faire local et le savoir-faire fait local. De valoriser l'économie, c'est-à-dire endogène, locale. Avec la crise que nous sommes en train de traverser en ce moment, je ne sais pas si tu es en train de comprendre, si tu comprends même l'idéologie de cette chaîne. Depuis 5 ans, je te parle d'entreprendre sur l'économie réelle. Est-ce que tu comprends même maintenant pourquoi? Mais moi, je vais t'expliquer pourquoi plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas prêts, c'est-à-dire que d'aller entreprendre sur l'économie réelle. Pourquoi plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à choisir le business que je vais dire ici, l'entreprise que je vais demander ici, l'actif que je vais partager ici avec vous. Vous savez, comme j'ai coutume vous dire, je ne viens pas vous dire ce que vous aimeriez entendre. Quand je le dis, des fois, ça peut blesser, c'est-à-dire que les âmes sensibles. Ça peut blesser, c'est-à-dire que les personnes qui sont faibles d'esprit. Je ne fais pas ça pour vous. Ces propos ne sont pas là pour vous attaquer, mais ces propos sont là pour mettre le doigt dans l'erreur que vous êtes en train de commettre, dans l'erreur que le système vous amène. J'allais peut-être dire que la faute ne vous revient pas, mais le dire, c'est, vous voyez, c'est vous infantiliser en fait. C'est vous faire ne pas prendre votre responsabilité. Alors que la qualité des personnes matures, la qualité des riches, c'est des personnes qui prennent leurs responsabilités. Donc je ne vais pas vous dédouaner en vous disant que non, la faute ne vous revient pas. Non. La faute vous revient. Aller vers certains actifs, la faute vous revient. Donc moi, je viens vous faire comprendre au travers de cette chaîne que le seul actif, avant peut-être d'aller de vous donner le seul actif que les gouvernements ne peuvent pas saisir, je vais vous demander de faire quelques actions. 1, de mettre le pouce, afin que cette vidéo puisse être partagée par à un grand nombre. Parce que c'est une erreur que plusieurs d'entre vous commettez. Afin que les algorithmes YouTube aussi puissent partager ça. Parce que vous voyez que les informations que je donne ici, c'est des informations que vous n'entendez pas plus. La plupart des coachs, la plupart des youtubeurs vous disent, parce que c'est ça le problème en fait. La plupart d'entre vous, vous allez vers le phénomène de mode, le phénomène de groupe. Vous suivez tel que le syndrome de l'objet brillant. Parce que ça a été dit à la télévision. Parce que ça a été dit tel que par les influenceurs. Parce que ça a été dit des fois par des hommes d'influence que vous entendez. Vous prenez ça pour argent comptant. Vous prenez ça pour argent comptant et tout le monde va vers ces business. Lorsque tout le monde va vers les business, comme j'ai coutume d'appeler les business sexy, les business tendances, ces business généralement, c'est-à-dire que ne gagnent pas. Ces business généralement, c'est des business qui échouent à 90%. Pour ne même pas dire des fois, tu es à 95%, c'est des business qui échouent. Mais les business ici ennuyeux, les business salissants, je vous ai même fait des vidéos que si vous voulez gagner de l'argent, allez vers les business qui vont vous salir les mains. Quand je dis salir les mains ici, les business ennuyeux, les business où il faut aller mettre la main dans la boue. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu comprends là où je t'amène? Les business qui vont te demander de transpirer. Les business qui vont te demander de la patience, du courage, du travail. Très peu de personnes vont vers ces business-là. Beaucoup aiment les business sexy. Beaucoup, lorsqu'ils veulent entreprendre, tu entends, je vais créer ma start-up. Je suis un start-upper. Tu fais dans quoi? Je suis en train de monter une solution qui va révolutionner le monde.
Je suis en train de vouloir créer une technologie qui va révolutionner l'univers. Je vais créer une fusée qui va aller à la planète Mars. Je suis en train d'apporter une solution qui va changer, c'est-à-dire que l'univers. Voilà. Voilà dans quoi la plupart, c'est-à-dire que d'entre vous voulez aller. Pourquoi vous le faites? Parce que ça flatte l'ego. Ça flatte l'ego de plusieurs, c'est-à-dire que d'entre vous. Alors on va faire comme ça des séminaires. On va faire, c'est-à-dire que des masterminds. On va dans les séminaires, vous faites dans quoi? Nous sommes dans la start-up. Nous sommes les investisseurs. Nous sommes en train de vouloir monter des projets, c'est-à-dire que impactants, révolutionnaires. Nous sommes en train de vouloir créer une technologie qui va venir révolutionner le monde. Nous sommes dans l'innovation. C'est là où tu vois, les connaisseurs comme nous rigolons. Lorsque tu veux gagner de l'argent, c'est dans les business ennuyeux. C'est dans les business salissants. C'est dans les business qui rapportent de l'argent quotidiennement. Quotidiennement. C'est des business qui ne disparaissent pas par rapport à la tendance. Alors que beaucoup de startups, quand vous allez vers l'innovation, c'est des trucs tendance. 90%, c'est-à-dire que de ces business disparaissent, alors que 90%, voire 95% des business ennuyeux réussissent. C'est quoi ces business ennuyeux que le gouvernement ne peut pas saisir? Le business ennuyeux que le gouvernement ne peut pas saisir, c'est l'agriculture. Mon cher, je te le dis, je ne te demande pas, c'est l'agriculture. Que tu montes, que tu descendes, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait du tsunami, c'est l'agriculture, la nourriture, l'alimentation. Aller vers la terre. Mais vous voyez que la plupart, c'est-à-dire que d'entre nous ici, les Africains, je ne sais pas quel est l'esprit qui est venu nous faire comprendre que l'agriculture, que c'est pour les ratés. Que l'agriculture, c'est pour les personnes qui ont raté leur vie. Que l'agriculture, c'est pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Que l'agriculture n'est pas rentable. Mais qui vous a dit ça en fait? Mais vous voyez que nous sommes un peuple qu'on manipule facilement. Mais si on nous l'a dit, c'est parce que nous sommes naïfs, ignorants. Et jusqu'à maintenant, au XXIe siècle, on retrouve même encore des personnes, soi-disant intellectuelles, qui ne comprennent pas ces enjeux. Quand je dis que l'agriculture, c'est le secteur qu'on ne peut pas saisir, c'est parce que l'agriculture, c'est un business qui est tangible, réel, concret. On a besoin de se nourrir, c'est-à-dire que pour vivre. On a besoin de manger pour vivre. Que la terre, c'est une valeur qui est concrète, réelle, qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que saisir, qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que dupliquer, qu'on ne peut pas imprimer. Et c'est une valeur, c'est un actif qui prend de la valeur. Lorsque tu vas produire de l'alimentation, ça prend encore en plus-value. Donc imagine un temps soit peu, quelqu'un qui allait produire tel que c'est 10 hectares de manioc. Et toi qui es là, tel que dans ta start-up, en train de vouloir monter un projet, tel que ton projet révolutionnaire, tu passes de salon à salon à raconter des belles histoires aux personnes, comment ta solution va venir révolutionner le monde. Et la personne qui va faire ces 10 hectares de manioc, pendant que toi tu es en train de raconter en plateau, la belle histoire de la technologie que tu vas venir créer, qui va révolutionner le monde, pendant qu'on s'entend t'applaudir dans toutes ces réunions que tu vas faire, la personne qui va faire 10 hectares de manioc gagne de l'argent. La personne qui prend son courage, aller faire, c'est-à-dire que 10 hectares de manioc, oui, aller faire 10 hectares de manioc, aller faire l'agriculture, c'est contraignant. C'est ennuyeux. Il y a des moumoutes, il y a des moustiques. Tu vas transpirer. Tu connaîtras, c'est-à-dire que des challenges. Tu connaîtras des challenges d'ordre climatique. Tu connaîtras des challenges d'ordre sur le plan de la ressource humaine. Les mauvaises routes. Mais au finish, au bout de 8 mois, au bout de 12 mois,
lorsque tu vas sortir ton manioc, tu seras en train d'impacter les gens avec le manioc. Lorsque tu vas passer à la phase de transformation et que tu vas aller faire le bobolo, que tu fasses même le mitumba, ou le chipon, ou même ici le miondo, le gari, le plakali, la tupu, le foutou, le watafoufou, que tu passes même à la phase industrielle. Tu vois, tu seras en train d'impacter les gens. Tu seras en train de gagner ton argent tranquillement. La personne qui aura peut-être que ce business en mieux d'aller faire le manioc sera en train de se faire des chiffres colossaux. Tu seras en train de gagner même tranquillement. Admettons, on ne demande pas d'aller devenir milliardaire, mais c'est d'être réaliste. Sur tes 10 hectares, tu peux facilement te faire tes 8 millions, tes 10 millions, pendant que celui qui est là encore avec son idée révolutionnaire est en train de se blaguer. Je peux décliner ça avec plusieurs produits. La personne qui va aller faire le macabo, c'est la même chose. La personne qui va aller faire le njangsang, c'est la même stratégie. La personne qui va aller faire l'igname, la banane planteur, le taro. Imagine un temps soit la personne qui va produire le poivre. Un hectare de poivrier, au minimum, c'est 35 millions. Et je peux te dire 35 millions, si tu vas à 20 000 francs, à 3 tonnes, tu as 60 millions. Au bas mot, tu peux faire 6 tonnes. Lorsque tu appliques les stratégies, les techniques, les pratiques, les variétés, ce que je mets dans la formation, parce qu'une fois de plus encore, c'est la connaissance. Parce que le problème ici chez nous, c'est la connaissance. Imagine quelqu'un qui a 120 millions, l'hectare. Mais le problème là-dedans, c'est quoi? Beaucoup d'entre vous allez trouver que c'est contraignant, c'est ennuyeux. Aller travailler la terre, aller sacler la terre avec la houe, aller attendre comme ça 2 ans et demi comme la culture du poivrier. Et au finish, avoir un hectare qui puisse te générer comme ça 120 millions tous les ans. Et le problème, c'est que lorsque tu as cette connaissance-là, tu peux te dire que passer d'un hectare à 20 hectares, à 20 hectares, même à 100 hectares, c'est la superficie maintenant. La particularité avec l'agriculture, c'est que c'est un besoin qui est là au quotidien. On a besoin de manger tous les jours. Le poivre se consomme tous les jours. Il n'y a pas de restriction telle que là-dessus. L'alimentation, c'est un médicament, c'est un alicament. Les aliments sont là pour nous soigner. Et c'est pour ça qu'il faut donc un modèle de production, c'est-à-dire que vraiment sain, produit de façon naturelle, sans additifs, sans produits chimiques. Parce que l'aliment, c'est-à-dire que c'est notre médicament. Est-ce que tu vois comment, dans ce système-là, tu vois que tu peux aller produire un état de poivrier sans demander d'apport extérieur. Pourquoi les business sexy? Pourquoi les startups échouent? Ces startups échouent parce que la plupart de ces startups-là ont besoin de levées de fonds. Vous les voyez, à peine ils ont commencé, ils sont en train de faire des levées de fonds. Et leur réussite là maintenant, c'est j'ai levé 1 million d'euros, j'ai levé 10 millions d'euros, j'ai levé 50 millions d'euros. Mais c'est l'argent des gens. C'est l'argent des gens. Tu ne peux pas réussir avec l'argent en prenant de l'argent à l'extérieur. Parce que l'innovation, c'est-à-dire que ça demande du temps. L'innovation, c'est-à-dire que tu ne peux pas réussir comme ça d'un claquement de doigts. Parce que tu apportes un service ou un produit que la population, les consommateurs ne connaissent pas. Le temps d'habitude, c'est-à-dire que les consommateurs à ce produit-là, ça demande du temps. Le temps de pouvoir mettre ça sur pied. Le temps de pouvoir faire en sorte que le marché accepte ça. C'est terrible. Alors que lorsque tu vas vers les produits, c'est-à-dire que business à mieux, c'est les business qui existent déjà. Mais tu apportes juste tout simplement ta touche, petite touche de singularité.
C'est ce que tous ces mastodontes-là qu'on fait. Donc, je te demande ici d'aller te dire vers les business à mieux. L'agriculture, c'est le seul secteur. Maintenant, pourquoi je dis que on ne peut pas te saisir ça? Tu vois que plusieurs d'entre vous, vous ne venez pas vers le secteur agricole parce que vous fuyez donc. Vous fuyez les efforts. Vous voulez, c'est-à-dire que vous fuyez les efforts, vous voulez les business faciles, rapides, qui gagnent rapidement. Et c'est pour ça que vous allez vers ces business, tendance des business sexy. Et on va commencer à vous dire, à aller vers la crypto. On va parler que de bourse. On va vous parler des dropshipping. On va vous parler des... Qu'est-ce qu'on n'a pas sorti à la crypto? L'IEB-LIMAL, c'était quoi? L'IEB-LIMAL, c'est encore ça. On vous apporte comme ça des technologies que vous ne comprenez pas, mais parce que qu'on vous apporte la gratification rapide, facile. On vous demande de venir mettre de l'argent. Tout le monde est venu mettre de l'argent. Qu'est-ce que ça a donné? Imaginez donc tous ces startups qui sont venus en demandant, en faisant des levées de fonds. C'était quoi les résultats? Nada. Donc le système a été savamment pensé. Donc quand je dis qu'on ne peut pas saisir, un actif qu'on ne peut pas saisir, c'est quoi? Tu es aussi peut-être 8 salariés. Tu travailles. Le système a dit qu'il faut travailler, avoir des diplômes, aller à l'école, avoir des diplômes, travailler, avoir un salaire. Derrière ça, acheter une maison, épargner pour sa retraite, attendre 40 ans et aller à la retraite. Et derrière ça, on te dit aussi, bon, pour pouvoir réussir dans la vie, pour pouvoir gagner plus, ben, il faudra diversifier tes actifs. Ben, il faut investir en bourse. Ben, il faut aller investir déjà. On te demande déjà d'épargner, d'ouvrir un livret A, d'ouvrir l'assurance vie, de prendre un PEA, de passer maintenant à la phase un peu supérieure, aller en bourse, prendre des ETF, dans ETF ici, panier d'actions et obligations, ouvrir même maintenant aussi, préparer même encore ta retraite par capitalisation. Donc tu vois que tu travailles déjà. L'État t'a dit, te prélève de l'argent par les taxes. L'État te prélève aussi de l'argent pour préparer ta retraite, soi-disant. On te demande aussi maintenant de préparer aussi ta retraite par capitalisation. Donc, en investissant dans les fonds de pension. Toi, tu es là, tu fais toutes ces actions-là très bien. En te disant que c'est comme ça qu'on fait pour préparer son avenir financier. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir s'épanouir financièrement. Tu peux aussi investir dans les compagnies, prendre du private equity. Ce que je dis ici, ce n'est pas des conseils d'investissement, mais je suis en train de te montrer comment le système nous amène, ou vous amène plusieurs d'entre vous à croire. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que ton argent, ton épargne que tu mets en banque, tes investissements que tu vas faire sur le fonds d'investissement ou le fonds de pension, les obligations que tu prennes, c'est de la confiance que tu donnes à un système. Pourquoi tu fais confiance à ce système-là? Parce que tu fais confiance à ton pays. Tu es peut-être en France, tu dis que bon, la France est un beau pays, la France est un pays développé, c'est un pays qui aspire à de la confiance, c'est un pays qui a de la croissance, c'est un pays qui a des infrastructures, c'est un pays qui rayonne sur le plan mondial, ainsi de suite. Donc tu fais confiance à ce système-là. Tu fais confiance aux institutions. Tu fais confiance aux institutions, c'est-à-dire que voilà, tu fais confiance à l'administration, tu fais confiance aux banques. Donc tu vois que ton argent que tu déposes est basé sur la confiance. Ton épargne que tu fais est basée sur la confiance. Mais pendant ce temps, l'économie réelle est en berne. Comme en ce moment où nous sommes en train de vivre des tensions, c'est-à-dire que géopolitiques énormes. Toi-même, tu es là en train de dire,
Ben, il faut que la Russie aussi aille combattre. Il faut que la Chine aille combattre. Présentement, le détroit c'est-à-dire d'Ormuz est bloqué. Le commerce international est paralysé. Les marchés c'est-à-dire que sont tendus. Les marchés sont rouges. S'il n'y a pas de pétrole, l'économie ne fonctionne pas. Et c'est les pays du Moyen-Orient qui produisent c'est-à-dire que énormément de pétrole. 20% du pétrole mondial circule dans ce canal, dans ce détroit. Et présentement, c'est en berne. Si tous ces pays sont attaqués, tel que l'Iran est en train de faire, de bombarder, si on va à la Troisième Guerre mondiale, tout sera paralysé. Et quand c'est paralysé, c'est l'économie mondiale qui s'effondre. L'économie mondiale s'effondre. Donc quand on dit effondrement économique, ça veut dire que toutes les institutions, c'est-à-dire que s'effondrent. Les marchés s'effondrent. Tes fonds de pension font faillite. Les fonds d'investissement font faillite. Donc tu perds tes actions. Tu perds ton épargne, c'est-à-dire que ton épargne retraite. Tu perds, c'est-à-dire que tes actions, c'est-à-dire que dans les private equity. Et les obligations même, parce que quand c'est la crise mondiale, même les États font faillite. Les États n'arrivent pas à rembourser les obligations. Tu perds tout ça. Et tu arrives au point où même ton entreprise, les usines ferment, tout ferme, les entreprises ferment. Et il n'y a plus d'emploi. On arrive à l'hyperinflation. L'hyperinflation veut dire qu'il n'y a plus de productivité, tout devient cher et la monnaie, c'est-à-dire que perd en valeur. La monnaie perd en valeur. Et voilà quand le gouvernement, quand les États ne peuvent plus produire, on fait quoi? On commence à sortir des lois. Ton argent, ton épargne qui était en banque, ben, on te dit déjà qu'on prend 60%. 60% de ton épargne. Ça encore, c'est pour un début. On peut arriver à un moment où on dit on gèle. C'est des choses qui sont déjà arrivées, les gars. On gèle les avoirs. Et on va te sortir des noms comme quoi pour effort, c'est-à-dire à l'économie nationale, parce qu'on va demander qu'il faut avoir l'esprit du patriotisme. Déjà au niveau des marchés, c'est-à-dire que tu perds tout. C'est des choses qui sont arrivées. Donc tu vois que le système qui a été mis en place, on emmène la plupart des personnes à aller vers. C'est tout simplement la confiance. Ton argent, tu mets en banque parce que tu fais confiance à la banque. Et la banque te donne la promesse que oui, ton argent est là. Mais si la banque fait faillite, tu vas te retourner contre qui? Si l'État fait faillite par rapport à tes obligations, tu te retournes contre qui? Si les marchés font faillite, donc toutes ces grandes capitalisations-là, Nvidia, Apple, Amazon, Tesla, les S&P 500, oui, ça peut faire faillite, les gars. Google, Tesla, Apple, les JP Morgan, tous ces banques, tous ces fonds, ça peut faire faillite. C'est arrivé en 1923, les gars. L'Allemagne de Weimar, l'effondrement. Le pays est tombé. La monnaie a perdu en valeur. Les seules personnes qui ont pu tenir le coup, c'est les personnes qui avaient ce métier en mieux. C'est les agriculteurs. C'est les personnes qui avaient des petites terres cultivables qui se sont en sortis. Parce que quand c'est bloqué là-bas, tous ceux qui étaient en ville, qui avaient des métiers, qui avaient des fonctions, tous ces start-upers qui avaient des business bling-bling ronflants, ça ne marchait plus, les gars. C'est ceux qui avaient ce business qui pouvaient rapporter de l'argent au quotidien. C'est ceux qui avaient un système dont les personnes pouvaient consommer au quotidien. Et la nourriture, l'alimentation se consomme au quotidien. Et l'État ne pouvait pas saisir ça. 1923, ça s'est fait. En 1933, aux États-Unis, ça s'est fait. La crise de 1929, et ça a chauffé en 1933. Pourquoi? Parce que, pareil encore, on a amené tous les contribuables américains à aller investir en bourse. Et derrière, il y a une bulle, ça a pété. Et en 1933, il y a une crise mondiale,
Les États-Unis sont retrouvés en pleine récession. La même chose est arrivée dans les années, c'est-à-dire que 70, avec le pétrole. En 2000, avec la bulle Internet. En 2008, la crise est suprême. En 2020, crise de Covid. Et nous sommes encore en plein dedans là maintenant. Les gouvernants saisissent. C'est arrivé, c'est-à-dire qu'au Zimbabwe, les gars, le Zimbabwe a connu ça. L'Argentine a connu l'effondrement plusieurs fois. La Russie, c'est-à-dire que dans les années 80, c'est-à-dire qu'après la chute du mur de Berlin, a connu l'effondrement, où leur monnaie ne valait rien. La Grèce a connu, pourtant le système, c'est-à-dire que prévoyait ou prédisait que la Grèce était stable sur le plan économique. Les agences d'annotation, c'est-à-dire qu'on donné les triple A. Avec la crise des subprimes en 2008, les agences d'annotation ont donné les triple A à tous ces produits. Donc c'est pour vous dire que c'est des choses qui vont arriver et que ce qui est avec ce produit-là, on n'est pas loin. Donc mon idée est ici de te faire comprendre ou de vous faire comprendre que on gagne de l'argent dans les business qui sont en lieu. Que l'innovation et la technologie ne veulent pas forcément dire qu'on gagne de l'argent. Et je vous ai fait comprendre que la technologie, c'est une bonne chose. Mais la technologie ne rime pas avec rentabilité. Que la technologie est venue créer la déflation. Le mot déflation, notez ça et cherchez la définition. Déflation ici, c'est le contraire de l'inflation. La déflation, c'est lorsqu'on produit en abondance. Et lorsqu'on produit en abondance, les produits perdent en valeur. Et quand les produits perdent en valeur, la rentabilité n'est pas là. Pourtant, tu fonctionnes avec un système technologique. Lorsque tu cherches la facilité, parce que plusieurs d'entre vous ne voulez pas aller faire l'agriculture, vous dites que l'agriculture est contraignante. Non, quand c'est contraignant, très peu de personnes y vont. Beaucoup ne regardent même pas ça. Beaucoup ignorent. Beaucoup négligent. Pourtant, c'est là où il y a de l'argent. Mais lorsque tu vas vers l'innovation, l'innovation coûte cher. L'innovation coûte très cher. Et il y a très peu de chances que toi qui es pionnier, que tu puisses arriver au bout. C'est ceux qui viennent derrière, qui bénéficient de tes failles, qui bénéficient de tes avancées. Les Google, les Amazon, les Facebook, ce ne sont pas des pionniers. Il y avait des pionniers avant. Mais ils ont bénéficié de l'effort que les premiers ont fait. Les premiers qui ont commencé ont échoué, n'ont pas réussi. Mais eux, ils ont capitalisé sur l'effort des premiers. Donc c'est comme ça que tu dois comprendre ça. Mais vraiment, vous devez comprendre ça. Que lui, l'État peut saisir. L'État peut saisir tous ses biens. Parce que tous ces biens sont nominatifs. Tous ces biens sont papier. Lorsque tu vas investir en bourse, c'est papier, ce n'est pas physique. Ce qui donne de l'argent, c'est-à-dire que c'est des valeurs physiques, tangibles, que tu peux commencer sans effort, que tu peux commencer avec tes propres économies. Alors que une start-up, lorsque tu vas lever les fonds, ce n'est plus ton argent. Tu as la pression des gens, tu as des gens qui sont là, eux, ils veulent leur argent, ils veulent venir gagner. Alors que toi, tu es encore que dans la phase d'expérimentation. Ça peut capoter. Donc, comprends très bien que dans les moments d'effondrement, dans les moments, de crise économique, les secteurs qu'on ne touche pas, les secteurs que l'État ne peut pas saisir, c'est l'agriculture. Et que l'agriculture encore bénéficie de beaucoup d'exonérations. C'est exonéré des taxes. Alors que ton argent que tu vas mettre en épargne, déjà, ton salaire, l'État coupe les taxes. Lorsque tu vas mettre en banque, il y a des taxes que tu prends encore. Lorsque tu vas mettre en bourse, il y a la flat tax, il y a des taxes qu'on coupe. Lorsque cet argent, tu dis que tu vas garder pour l'héritage, l'État vient encore prendre. Alors que la vraie richesse, la terre, l'État ne peut pas multiplier. Les biens, l'État peut multiplier les biens à sa guise. Mais la terre, l'État ne peut pas imprimer à sa guise. C'est une valeur qui est tangible. Lorsque tu es dans l'expertise, tu comprends donc que ce que tu te dois encore d'avoir la valeur ou l'actif invisible, comme j'ai coutume à dire que tu dois avoir, c'est la connaissance. Quand tu as donc maintenant la connaissance,
Et pour avoir cette connaissance, il faut que tu te formes. Mais tu verras que la plupart vont dire, mais moi, pourquoi je vais aller me former tel qu'en agriculture? J'ai toujours vu mes parents aller cultiver. Pourquoi je vais me former en agriculture? Pourquoi je vais aller me former tel que pour la culture du poivrier? Pourquoi je vais aller me former pour aller faire le bitacol en ça? Non, pourquoi je vais me former? Tu vas négliger. Pourtant, c'est là-bas qu'il y a de l'argent. Je viens de te dire 130 millions. Dis-moi combien tu gagnes par mois. Que tu sois médecin, ingénieur, combien tu gagnes par mois. Donc, tu vois donc que le système a amené, c'est-à-dire que des personnes qui étaient censées créer de la valeur, les faisant, on les a transformés aujourd'hui en exécutants. On a aujourd'hui des ingénieurs, des docteurs, des polytechniciens qu'on a ramenés dans la bureaucratie en fait. Dans la bureaucratie. Et tu verras que la plupart des métiers qu'on néglige, comme électricien, mécanicien, plombier, charpentier, couvreur, électromécanicien, électronicien, chimiste, docteur, médecin, enseignant, cuisinier, cuisinière, charcutier, agriculteur, éleveur. Voilà les métiers qui résistent à toutes les crises. Parce que ces services-là, les gens auront toujours besoin de ça. Et tu vois que tout ce que je viens de citer là, c'est des métiers ennuyeux. C'est ennuyeux. Et c'est des métiers qu'on néglige. Beaucoup veulent aller vers les startups, aller vers l'innovation technologique. On ne dit pas non. Mais tu ne peux pas commencer, tu ne peux pas faire ça quand tu commences là. C'est des choses qui sont sur le long terme. Parce que quand tu dis start-up, l'innovation, mais c'est les mêmes personnes qui veulent aussi te dire que les trucs court terme, ils veulent l'argent rapide. L'argent rapide, l'argent facile. Non, tu ne peux pas. Si tu veux l'argent rapide, et encore rapide, il faut aller vers les choses ennuyeuses. Pendant que toi, tu es en train d'écumer les plateaux de crowdfunding, les plateaux de levée de fonds, les conférences à expliquer comment tu vas faire ta start-up, la personne qui est en train de produire son macabo, son taro, son igname, sa banane plantée, son panier à huile, son poivre, gagne de l'argent sauvagement, sauvagement, sauvagement. Pendant que tu es encore en train de chercher les levées de fonds, à raconter ta vie, à raconter les belles histoires, on s'en train d'applaudir. Bravo, bravo. C'est un système vraiment révolutionnaire. Si tu montes ça, mon gars, ça va révolutionner le monde. Celui qui produit dès que son état de poivrier gagne son argent. Et c'est cette personne qui viendra même peut-être acheter ton innovation. C'est cette personne qui viendra, tu viendras travailler pour cette personne. Tu viendras travailler pour celui qui est en train de produire déjà ces 5 états de poivrier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce que je voulais partager, de faire très attention, de comprendre qu'avant d'aller entreprendre ou avant d'aller investir, il faut bien comprendre comment le système fonctionne. Que c'est des business ennuyeux, des business moches, des business salissants, des business que personne ne va aller faire. Des business comme ça qu'on néglige, qu'on ignore. C'est là-bas qu'il y a de l'argent. Et la plupart d'entre vous, c'est l'erreur que vous commettez. Vous ne voulez pas aller vers l'agriculture parce que vous ne voulez pas aller au village. Quand on dit l'agriculture au village, très peu de personnes ne veulent aller au village. Quand vous venez en Afrique, vous restez en ville. Vous êtes dans les meublés, climatisés. Vous chocoyez. Vous êtes des benguistes. Vous whiteisez. Vous êtes là à jouer les koukouma, à jouer, c'est-à-dire les personnes qui sont arrivées. Alors que l'argent se trouve dans l'arrière-pays. L'argent se trouve dans la terre. Et c'est au village. Est-ce que tu vas devoir aller au village? Ah, au village, il y a trop de sorciers. Au village, les gens sont là-bas. Au village, c'est trop sale. Au village, il n'y a pas de lumière. Au village, il n'y a pas de route. Au village, il n'y a pas d'électricité. Au village, au village, vous allez vivre comment là-bas? Non, ils sont trop sales. Ah, ils sont jaloux. Oui, oui, monsieur, oui, monsieur. C'est là-bas qu'il y a de l'argent. C'est là-bas qu'on se fait de l'argent. Mais vous ne vous demandez pas pourquoi tous ces expatriés qui arrivent ne vont que vers le secteur de l'agro-pastoral.
Et la plupart, c'est-à-dire que les Africains, tous, ne veulent que le matricule pour aller travailler à la fonction publique. Lorsqu'on est fonctionnaire, est-ce qu'on crée la richesse? Lorsqu'on est fonctionnaire, est-ce qu'on crée la richesse? Et quand un jeune veut un financement, il va aller se dire, je vais aller créer une start-up, mais tu ne regardes pas ton environnement. Tu n'es pas autonome sur le plan énergétique, électricité, eau, gaz, pétrole, même sur le plan numérique. On n'a pas de satellite, on n'a pas de livre d'Internet, du moins que des débits à haut niveau et partout. Comment tu peux te permettre de dire que tu vas aller commencer à penser, que tu vas aller innover sur le plan? On ne refuse pas d'être ambitieux, hein. Mais c'est des ambitions qui peuvent voir le jour après 100 ans. Je peux répéter, ces ambitions technologiques peuvent voir le jour après 100 ans. Après 100 ans, celui qui prend le courage d'aller faire ce business en milieu de l'agriculture, le gombo c'est 45 jours. Le gombo c'est 45 jours. Tu as des cultures de 45 jours, tu as des cultures de 3 mois. Tu as des cultures de 8 mois, tu as des cultures de 12 mois. En 12 mois, la personne gagne de l'argent. Pendant que toi, tu es encore en train de penser sur les produits de 100 ans. C'est dans ta tête. Hein. Tu es millionnaire dans ta tête. Mais celui qui va faire le business en mieux, un millionnaire en concret, en réel. Celui qui va faire le poivre, un millionnaire et milliardaire en concret, en réel. Toi qui vas faire la start-up innovante, là, c'est dans tes rêves. Mais n'oublie pas que lorsque c'est uniquement dans la tête, c'est encore des rêves. Il faut que ça passe, que ce soit concret. Mais le concret, là, c'est après 100 ans. Parce que les réalités sont là, que les infrastructures, ce n'est pas toi qui peux mettre ça. C'est ton pays qui doit mettre ça. C'est l'État qui doit mettre, c'est les gens politiques qui doivent mettre. Ça demande la pensée, ça demande de penser. Et dans ce monde aujourd'hui de monopole, où tu vois tous les gros, là, tous les systèmes sont monopolisés par une élite, ça demande de s'adapter. Ça demande d'aller vers les business concrets. Où il y a de la demande concrète quotidienne. Imagine l'eau. Si tu te mets uniquement à dire que je vends de l'eau, on a soif, on boit de l'eau. Regarde, je bois. L'eau, c'est la vie. On a besoin de l'eau au quotidien. Pourquoi tu ne vas pas vendre de l'eau? Pourquoi tu ne veux pas commencer à aller vendre de l'eau au lieu de rester là? Je ne refuse pas d'être ambitieux. De rester là, tu as dit tu vas aller créer une fusée qui va aller à la planète Mars. Et tu veux commencer à faire des levées de fonds. Tu vas commencer à faire ça quand? Dans quel environnement? Alors que tu peux déjà commencer à vendre de l'eau pratico-pratique. Pratico-pratique. Tu peux commencer à vendre ton bitacola pratico-pratique. En vendant le bitacola, tu peux avoir le capital qui te permet même déjà aussi de produire 1 hectare ou 2 hectares. Voilà comment tu crées la richesse. Et tu es utile pour ton pays par rapport à quelqu'un qui porte le rêve de start-up dans sa tête. Tu peux commencer à payer les impôts. Les impôts qui vont permettre aux dirigeants de faire fonctionner telle que la cité, à créer les infrastructures pratico-pratiques. Je parle à qui? Mais vendre ton eau, ça va demander que tu aies l'humilité, que tu aies le courage, que tu t'as dit que la vanité de te retrouver en train de vendre de l'eau. Oui, ta petite va te voir en train de vendre de l'eau. Alors, elle ne viendra pas te dire ici qu'elle a des problèmes de mèche. Elle ne viendra pas se plaindre qu'elle a besoin de 2000 francs ou de 5000 francs pour aller acheter une robe. Encore ce même système qui va te maintenir vers la pauvreté. Non. Quand on est dans cette optique-là, on ne fait pas ça par rapport au regard des autres. On fait ça parce qu'on est utile. On fait ça parce qu'on a une vision. On fait ça parce qu'on vient répondre à un besoin. Le besoin, c'est là que les gens, tu rends service. Tu impactes les gens. Oublie ce que les autres vont penser. Oublie le cardiato. Oublie que de dire je vais aller faire un business qui est sexy. Je vais faire ça, ben c'est sexy. Oui, on va trouver que je suis bon. Oublie que ce que les gens vont penser de toi. Tu ne fais pas ça pour
par rapport au regard des autres. Tu n'attends pas la validation des autres. Est-ce qu'il y a un besoin sur le plan de la consommation de poivre? Oui, va répondre à ce besoin. Est-ce qu'il y a un besoin sur le plan de la consommation d'huile de palme? Oui, il y a un besoin, va répondre à ce besoin. Est-ce qu'il y a un besoin sur le plan de la consommation de manioc? Oui, va répondre à ce besoin. Est-ce qu'il y a un besoin sur le plan de la consommation d'eau? Va répondre à ce besoin. Est-ce qu'il y a un besoin sur la consommation du bitakula, du njansa, du maïs, du macabo, du taro, de la banane plantain? Va me répondre à ce besoin. Peu importe, c'est-à-dire que la contrainte, peu importe la difficulté, va répondre à ce besoin. C'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. C'est ce qui va faire la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui sont dans le concret. Et si tu le fais, est-ce que tu sais la personne que tu peux devenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? C'est comme ça qu'on bâtit les systèmes, les gars. Des systèmes tangibles que les gouvernements peuvent pas saisir. Et c'est des systèmes qui ne dépendent pas de la stabilité que des gouvernements. Et vous voyez que nous sommes dans des systèmes aujourd'hui qui déstabilisent les gouvernements. L'Iran est là, on est en train de déstabiliser l'Iran. Pourquoi? Pour ses ressources. Ce n'est pas pour les droits de l'homme. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'on a intérêt que les Iraniens, c'est-à-dire que soient dans des pays sécurs. Non. C'est des intérêts, c'est-à-dire que des ressources, le pétrole et les minéraux que l'Iran détient. Et la plupart des pays qui détiennent, c'est-à-dire que ces minéraux-là seront toujours déstabilisés. C'est pour ça que l'Afrique est toujours déstabilisée. Allons gagner du terrain, achetons les terres, allez entreprendre. C'est l'entrepreneuriat qui viendra sauver. Éduquons-nous, gagnons en compétences et allons vers les choses concrètes. Allons vers les choses concrètes. Ce n'est que ce que je peux partager ici. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour bâtir les richesses. Donc voilà ce que je voulais partager concernant le partage d'aujourd'hui. Donc tu comprends pourquoi moi je suis allé entreprendre dans le secteur agricole. Tu comprends pourquoi j'insiste depuis sur le secteur agricole. Parce que c'est un levier que tu te dois d'avoir. Parce que c'est un levier de sécurité. Comme je dis, peu importe les instabilités de nos pays, l'agriculture telle qu'elle a toujours sa place. Aller entreprendre dans le secteur agricole tel que ça, on aura toujours besoin de l'alimentation. Et un peuple qui a faim, c'est un peuple qu'on ne peut pas éduquer, c'est un peuple instable, c'est un peuple qu'on ne peut pas dresser. Et tous les pays sérieux le savent. C'est pour ça que la souveraineté alimentaire, c'est le premier segment. C'est le premier pôle à contrôler. Oui, messieurs. Le secteur agricole ne dépend pas, les fondements, c'est-à-dire que le secteur agricole ne dépend pas, c'est-à-dire que les fondements monétaires. Lorsque tu produis l'agriculture, les fondements monétaires n'a aucune action, c'est-à-dire que sur l'agriculture. Parce que ce n'est pas la monnaie qui donne la valeur à l'agriculture, c'est l'agriculture qui donne la valeur à la monnaie. Donc c'est ce que tu produis. Donc c'est le poivre, le njassa, le macabo, le taro, l'igname, la banane plantain, le manioc qui donne de la valeur à la monnaie. Donc aujourd'hui, peu importe la monnaie qu'on peut apporter aujourd'hui, moi qui produis, c'est que je m'en fous. Cette monnaie s'adapte à ce que je produis, parce que je produis la valeur réelle. Et je produis la valeur réelle. Cette monnaie s'en fout, ce que je produis s'en fout, c'est-à-dire que du système, c'est-à-dire que des marchés, dont de la bourse. Alors que tu vois que toi qui allais mettre ton argent en bourse, en bourse, en crypto-monnaie, en fonds de pension, en obligation, en épargne en banque, mais tu dépends du système. Il te bloque, il te contrôle. Lorsque c'est chaud, c'est-à-dire que l'État prélève partout, l'État bloque partout, l'État prend partout. Ça, c'est le partage des connaissances. Tu vois, je suis agriculteur, mais attention. Je suis paysan, mais attention, tu vois, ça travaille là-dedans. Je ne suis pas allé prendre l'agriculture tel que pour rien. Et ceux qui prennent l'agriculture, c'est mon ami. Tu comprends que c'est des personnes qui en ont là-dedans.
C'est les personnes qui en ont là-dedans. Tu vois, donc le système t'a amené à aller te dire, les diplômes, c'est pas une mauvaise chose. Mais tu vois que même les diplômes aujourd'hui perdent en valeur. Certains diplômes, au bout de 5 ans, ça a perdu en valeur. Aujourd'hui aussi, ce que je suis en train de te dire, l'automatisation entraîne en quoi? La robotisation. Lorsqu'on fait des robots, ça fait quoi? Ça crée le chômage. Ça crée le chômage. Produit en masse crée l'inflation. Produit en masse crée la déflation. Donc, il faut aller vers les valeurs rares. Valeur rare, ici, c'est produit le poivre, mon gars. Produit le poivre, c'est valeur rare. S'il y a déflation, c'est grave. Déflation, c'est-à-dire que c'est la compétition terrible. Et la Chine est en train de vivre ça. En produisant toujours moins cher, moins cher, moins cher, moins cher. En Chine, les industries chinoises sont en train de vivre la déflation parce qu'ils sont en train de produire moins, moins, moins cher. Et en produisant moins cher, et il n'y a pas, c'est-à-dire que de valeur, le produit n'a plus la valeur. Et qu'est-ce qui a créé ça? C'est la technologie qui est venue créer ça. Le fait, c'est-à-dire que de trop de technologie, c'est-à-dire que tu donnes la productivité, tu la valeur du produit. C'est encore un autre niveau, les gars, c'est encore un autre niveau. Pendant que nous sommes en train de dire, oui, il nous faut la technologie, il nous faut l'innovation, si nous sommes tous en train de produire, c'est-à-dire que la technologie, on est en train de créer, c'est-à-dire qu'on est en train de créer en masse. Produire en masse crée la déflation. Si cette tasse, nous sommes là aujourd'hui, tous en train de produire cette tasse, de façon massive, la valeur de la tasse va perdre en valeur. Sur le marché, ça pinote. Et si c'est pinote, c'est plusieurs entreprises qui vont disparaître. C'est encore un autre niveau. C'est encore un autre niveau. C'est encore un autre niveau. Thierry, je donne ça à qui? C'est encore un autre niveau. Si nous sommes tous là à produire ça, c'est-à-dire que massivement, ça va perdre en valeur. Oui, c'est vrai que dans la conscience collective, lorsque tu es là, oui, j'ai acheté ça moins cher. Non, quand tu achètes moins cher, il y a quelqu'un qui souffre. C'est le producteur. C'est l'industriel. Parce qu'il a investi sur les machines. Il a investi, il y a un coût de production. Mais lorsqu'il va donc produire et que c'est moins cher sur le marché, comment la personne fait pour s'en sortir? Personne fait. Et la personne s'est endettée pour pouvoir installer tout ça. C'est comme ça qu'on vient donc saisir son usine. On vient saisir ses... À qui je donne même ça? Vous allez commencer à payer vraiment la connaissance. Vous allez commencer à payer la connaissance, les gars. Donc, vous voyez comme pendant que plusieurs d'entre vous, vous fuyez l'agriculture, parce que vous fuyez l'effort, vous voyez comment vous perdez de l'argent. Vous voulez aller dans les secteurs qui vont flatter votre ego. Oui, nous sommes dans un système, nous sommes en train de vouloir monter un business vraiment à hauteur de 50 millions d'euros, à hauteur d'1 milliard, à hauteur de 2 milliards. Ce business va révolutionner. Parce que c'est les chiffres à hauteur de 4 milliards. Mais quand tu dis 4 milliards, c'est pour la faisabilité. Mais est-ce que c'est rentable? Quand tu dis 4 milliards, c'est pour mettre en place. Est-ce qu'on t'a dit que le marché va accepter ça? Quand tu dis 4 milliards, est-ce que tu sais comment autour de toi, la concurrence peut venir te fermer ça? Quand tu dis 4 milliards, est-ce que tu t'es rassuré qu'au niveau des intrants, la matière première, au niveau sur le plan énergétique, sur le plan même aujourd'hui, des normes, tu pourras tenir le coup. Mais une personne qui va faire son truc à mieux, c'est un état de poivrier. Que tu montes, que tu descendes, c'est là. Il va faire ses trucs tranquille. Qui va faire ses 10 états de manioc, tranquille. Qui va faire ses 10 états d'igname, tranquille. Fais pas le bruit. Fais pas le bruit. Brasse de l'argent. À qui est-ce que je dis ça? Quand je dis ça des fois, hein, les petits esprits ne comprennent pas. Les petits esprits vont dire, ah, je ne vais plus regarder les vidéos de Thierry. Mais ce n'est pas moi que tu fais du mal. Moi, c'est un engagement que j'ai pris. Qu'il y ait 2 personnes, 3 personnes qui regardent. Je ne me prends pas la tête parce que quand je venais, je suis venu préparer, les gars.
Je ne suis pas venu sur YouTube en disant que je viens gagner de l'argent à les vues, parce que c'est de la connaissance que je partage. Déjà en temps normal, plusieurs d'entre nous ne m'ont pas lire. Plusieurs d'entre nous, nous ne voulons pas que nous former. Plusieurs d'entre nous, une fois on est sorti de l'école, on ne veut plus apprendre. Plusieurs ne veulent que la facilité, la gratification. Plusieurs ne veulent que les business sexy. Plusieurs ne vont que faire les business pour flatter leur ego. Beaucoup ont choisi le salariat comme, je vais dire, source d'enrichissement. Pour beaucoup, tu as dit que le salariat, tu as dit que c'est leur fin en soi. Alors que le salariat, tu as dit que c'est un début. C'est un début. Mais beaucoup ont déjà signé que salariat jusqu'à la mort. Mais je viens de te faire comprendre que le système qui t'a mis dans ça, que le salariat au bout de 40 ans à la retraite, tu n'es pas en train de voir ici en France les réformes de la retraite. Les réformes, on demande d'aller travailler à plus de 65 ans. Et on nous explique comme même à 65 ans, ce n'est même pas garanti. La retraite n'est pas garantie. À un moment donné, il va falloir avoir le courage de retrousser ses manches, de faire comme nous avons fait, d'aller vers ces actifs tangibles qui sont certes en mieux, mais quand tu sais ce que tu cherches, tu sais que c'est vers là qu'il faut aller en fait. C'est vers les richesses tangibles, les richesses réelles, concrètes, durables, transmissibles, générationnelles. Oui, quand tu es dans le secteur agricole, c'est une richesse générationnelle. L'argent n'est plus important parce que tu génères de l'argent tous les jours, au quotidien. Et avec ça, tu peux investir, c'est-à-dire que dans tous les autres domaines, l'argent ne sera plus un problème parce que tu as un actif de sécurité. Même si la monnaie se dévalue, mon ami, ton système agricole ne va pas se dévaluer. La terre ne se dévalue pas. Tu pourras, même avec l'inflation, toujours même gonfler les prix parce que les gens ont besoin de manger. Mais un argent qui est stocké en banque, dans les épargnes, en bourse, ça disparaît. Voilà ce que je voulais partager sur ce. J'attends ton avis dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de ce que je viens de partager. Si tu veux te dire que faire partie des personnes qui ont compris comment le système fonctionne, qui ont compris que l'argent, c'est-à-dire que se crée ou se gagne dans les business, que très peu de personnes veulent aller faire. Faire des business à mieux. Des business qui répondent à un besoin, c'est-à-dire que du quotidien. Pas des business flashy qui vont te donner un certain profit sporadique et après disparaître. Parce qu'on connaît ces business-là. Les business flashy comme ça, où tu vas mettre ton argent, ça va te donner au bout d'un certain temps un intérêt sporadique et après disparaître. Mais je te dis, de l'argent au quotidien. Au quotidien. C'est des business annuels. Regarde sous la barre de description de cette vidéo. Clique sur le lien. Prends ces formations. Je te dis, il faut se former. Il est temps que les Africains élèvent le niveau, aillent vers la connaissance. Les peuples qui se sont, c'est-à-dire que développés, enrichis, c'est les peuples qui ont acquis de l'expertise, de la connaissance. Tu ne peux pas te développer financièrement si tu ne développes pas des compétences. L'argent que tu as présentement dans ton compte est à la hauteur de ta connaissance, de ce que tu peux délivrer comme compétence. Élève le niveau. Élève le niveau. Et aujourd'hui, diversifie tes sources. Donc tu vois donc que si tu avais mis uniquement en banque, dans un PEA, dans un livret A, assurance vie, si tu avais mis en bourse, ETF, obligations, private equity, tu vois que l'État peut saisir ça. L'État peut saisir. Ça n'a pas du bon sens que regarde autrement. Développe encore en compétences. Va vers le secteur agricole. Va vers l'élevage. Développe ces systèmes-là. Diversifie. Et un peu aussi te dire que même des métaux, or, argent. Mais diversifie, mon gars. Et quand je dis or, argent, en métaux, pas
en papier, parce que tu sais que tu peux investir en bourse aussi sur les métaux en achetant, c'est-à-dire que plutôt des trucs papier. Non, pas papier, physique. Parce que quand c'est physique, tu peux garder toi-même. N'oublie pas que dans ces périodes-là aussi, l'État peut confisquer, c'est-à-dire que ton nom, tout ce qui est nominatif est confiscable. Donc, l'or qui est nominatif, l'État confisque. En 1933, Franklin Roosevelt a réquisitionné l'or de tous les Américains. Tous ceux qui avaient de l'or nominatif, ils ont réquisitionné. Mais les personnes qui avaient caché dans la maison se sont en sortis, ont gardé. Quand les beaux jours sont arrivés, ils ont vendu, ils se sont en sortis. Je parle de l'or physique, les métaux, pas de l'or, les bijoux. Pas les bijoux. Les bijoux, ce n'est pas, n'ont pas de valeur. Parce que les bijoux, tu vois qu'il y a des mélanges. Le bijou que tu achètes, les boucles d'oreilles, les chaînes, ce n'est pas de l'or pur. Mais je parle de l'or métal, le métal, les lingots d'or vendus, certifiés. C'est ça qu'il faut avoir. Les pièces d'or certifiées. C'est ça qu'il faut avoir. Les pièces d'or, les pièces d'argent. Tout ça, c'est des connaissances qu'il faut avoir, les gars. Voilà ce que je voulais partager. Tu sais que je peux rester comme ça pendant plusieurs heures à partager, mais le problème, c'est que certains aussi n'auront même pas de data. D'autres vont privilégier aller regarder les vidéos de Kongosa, les vidéos de Mogopan. Vont privilégier aller vers, vous voyez, aller vers tous ces business sexy. Quand on dit, viens, mets ton argent, va dormir. Mets ton argent, va dormir, tu viens prendre 50%. Mets ton argent, va dormir, tu viens prendre 150%. Minalmi, minalmi, minalmi. Qui va travailler pour toi? Qui va travailler pour toi? Les business annuels, tu dois travailler. Je dis que oui, tu vas travailler, tu vas transpirer. Mais tu sais pourquoi tu transpires. Comme très peu de personnes veulent transpirer, c'est pour ça que beaucoup vont vers ces trucs sexy là. Vers ces trucs flashy là. Vers ces trucs qui flattent l'ego là. Tu me vois en plantation, non? Comment je transpire, comment la sueur sort de partout dans les narines, les yeux, comment les moumoutes font, comment... Quand tu regardes les fois, tu dis, comment il parle, je vais pas aller transpirer là comme ça. Donc, ma petite va me vanter de transpirer comme ça. Comment je vais arriver en réunion, on me demande, tu fais quoi? Je dis, je suis paysan, je suis agriculteur. Je vais arriver tel que dans les différentes conférences qu'on fait là. Quand chacun va se présenter, oh moi je suis dans une start-up, oh moi je suis en train de monter un truc de communication, ah, je suis en train de monter une start-up ce qui va innover sur le plan de la technologie. Toi tu vas venir dire, ah mais moi je suis paysan, je suis agriculteur, je suis dans la culture du poivrier, du manioc, du macabo, du taro, palmier à huile, je suis en train de monter une ferme intégrée de... Oh, tu vas te dire, mais les gens vont te regarder. Agriculture, Massa. Agriculture, mon frère. Avec tout ce qu'il y a comme machin, tu vas faire l'agriculture. Ça, ce sont nos grands-parents qui font encore l'agriculture. Tu vois, ce n'est pas sexy. Tu vas encore aller travailler avec la houe, Massa. Avec la houe. Eh, dis donc. Ish. Eh, Massa. Ish. La houe. Mes mains. Non, ish. Non, c'est trop dur. Oui. L'ignorance. L'ignorance. Mais c'est la même personne qui va dire c'est trop dur. Quand tu vas finir de parler, il va vouloir faire quoi? Il va dire j'ai faim. Dès qu'elle va finir de parler, elle va dire j'ai faim là. Quand tu as donc faim, tu vas aller manger quoi? Tu vas aller manger l'air que tu as brassé. Tu vas manger quoi? Common sense, le common sense. Il manque aux Africains la logique. Hein. Les Africains ne réfléchissent pas vraiment. Dès que tu auras brassé là, tu auras faim. Non? Tu vas manger quoi? Tu vas aller à Carrefour manger ce qu'on a importé, non? Ce qu'on a importé. Et on sera les premiers à se plaindre qu'on n'avance pas. L'Afrique ne se développe pas. On sera les premiers à se plaindre qu'ils viennent tout prendre. C'est eux qui viennent prendre. C'est eux qui nous imposent. Mais quand on est paresseux, feignant, et qu'on ne réfléchit pas, comme on a coutume à dire, la nature aurait du vide. Les autres viendront occuper le vide, la place. Et viendront nous nourrir. Et vous croyez que pour nos beaux yeux, dis donc, réfléchissons. Je sais, hein. Tu sais que ça me bouffe tellement que j'ai envie de prendre chacun comme ça. Si je pouvais prendre chacun comme ça, souffler dans la tête, mettre la connaissance que j'ai là-dedans, souffler dans chaque tête. Mais en Afrique, nous sommes combien de milliards? Combien? 1,2 milliard.
Est-ce que techniquement, je peux faire? Mais c'est pour ça que je passe à travers que YouTube. Et YouTube aussi, les algorithmes de YouTube, vous devez comprendre pourquoi. Pourquoi mes vidéos sont ralenties? Parce que des connaissances comme ça, on ne doit pas. On ne veut pas que plusieurs d'entre vous sachiez ça. Au lieu que des informations que vous prenez, vous partagez à un grand nombre. Quand je vais le dire, chacun va s'asseoir. Ah, Thierry, Thierry nous parle mal. Ah, Thierry nous... Non. Nous sommes arrivés à un niveau où on ne doit plus rigoler. Parce que moi-même, je suis exigeant envers moi-même. Exigeant envers les personnes qui m'entourent. Je ne peux pas venir rigoler avec vous, les gars. Et le dit, ce n'est pas être, je vais dire, antisocial, ce n'est pas être, je vais dire, mais c'est qu'on se doit de ne plus rigoler. Vous voyez ce qui se passe partout dans le monde? Vous voyez ce qui se passe dans le monde? Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il n'y a plus de règles. C'est un monde de rapport de force, c'est les plus forts qui parlent. Quand on est faible, mon ami, on se tait, on va au travail en silence. On ne blabate pas. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et depuis 5 ans, je vous le dis, et vous le voyez. On n'a plus droit à la rigolade. On a travaillé quand pour commencer à jouer. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère surtout que vous avez aimé. Si vous avez aimé, partagez massivement. Abonnez-vous. Comme j'ai coutume à dire, la connaissance, c'est la richesse. Que l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies parce qu'il est toujours question de stratégie. La vie, c'est la stratégie. Vous passez à l'action massivement afin d'impacter vos vies et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo.